Ces cumulus duveteux que vous apercevez dans le ciel pèsent l'équivalent d'un Boeing 747 ou de 100 éléphants. Si vous doutez de mes dires, faisons le calcul. Les chercheurs ont déterminé que la densité de l'eau à l'intérieur d'un cumulus était d'environ 1 demi-gramme par mètre cube. Les nuages empruntent des formes variées, mais un nuage de ce type a généralement une forme cubique et un volume d'1 milliard de mètres cubes. En multipliant ce volume par la densité, on obtient un poids impressionnant de plus de 500 tonnes. Et pour répondre à votre éventuelle curiosité, ce géant reste suspendu dans les airs car sa densité est inférieure à celle de l'atmosphère qui l'entoure. Les girafes ont 30 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre que vous. Entre 1996 et 2010, 5 cas mortels impliquant des girafes frappées par la foudre ont été recensés. Mais étant donné qu'elles étaient environ 140 000 dans le monde durant cette période, ce taux de mortalité pour 1000 girafes par an est relativement élevé. Les éclairs préfèrent s'abattre sur les objets les plus hauts, ce qui fait des girafes des cibles faciles. Toutefois, les scientifiques pensent qu'elles ont peut-être appris à éviter cette situation en cherchant refuge lors des orages ou en se déplaçant rapidement vers des zones densément boisées. Les animaux les plus âgés sur Terre sont les éponges de verre. Leur espérance de vie peut atteindre 15 000 ans. Les scientifiques ont découvert l'éponge de verre la plus vieille dans la mer de Ross, une région de l'Antarctique. Dans la mer de Chine orientale, d'autres chercheurs ont retrouvé le squelette d'une éponge de verre qui aurait vécu environ 11 000 ans. Ces éponges auraient pu exister durant la dernière ère glaciaire. Elles passent toute leur existence fixées à des surfaces solides, filtrant l'eau pour se nourrir de bactéries et de plancton. La rotation de la Terre ralentit progressivement, ce qui entraîne un allongement des journées. Il y a longtemps, un jour terrestre ne durait que 19 heures, mais ce délai s'est étendu à 24 heures, principalement en raison de l'attraction gravitationnelle de la Lune qui ralentit notre planète. Des événements extrêmes, comme des tremblements de terre, peuvent influencer temporairement la vitesse de cette rotation. Un séisme au Chili en 2010 a probablement raccourci légèrement nos journées. Cependant, depuis 2020, les jours tendent à devenir plus longs à nouveau. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la question de savoir si l'eau est réellement humide. Certains affirment que l'eau en elle-même n'est pas mouillée, mais qu'elle peut rendre d'autres objets humides en s'y fixant. D'autres considèrent que l'eau mouille parce qu'elle est un liquide et qu'elle contient de l'humidité. L'eau peut également sembler humide lorsqu'elle refroidit la peau en s'évaporant. L'humidité d'un objet dépend de deux forces. Les forces cohésives qui maintiennent les gouttelettes d'eau ensemble et les forces adhésives qui permettent à l'eau de coller à d'autres surfaces. L'eau n'adhère pas bien au tissu imperméable, qui reste sec en raison de la domination des forces cohésives dans ce cas précis. Il n'existe aucune map monde qui soit parfaitement précise, à moins d'être à l'échelle réelle. En effet, notre planète est sphérique tandis que le papier est plat. Au XVIe siècle, Gerardus Mercator a mis au point une projection cartographique cylindrique, encore utilisée aujourd'hui, et qui porte son nom. Bien que cette projection soit pratique pour la navigation, car le nord est toujours en haut, elle déforme beaucoup les parties hautes et basses de la carte. Ainsi, le Groenland semble 14 fois plus grand qu'il ne l'est réellement, tandis que l'Alaska est représenté à la taille du Brésil. Il y a environ 4 milliards d'années, l'atmosphère terrestre était radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais les volcans ont joué un rôle déterminant. De nombreux volcans sont entrés en éruption à travers le globe, libérant du dioxyde de carbone qui emplissait le ciel et constituait l'essentiel de l'atmosphère. Des plantes primitives minuscules utilisaient ce dioxyde de carbone pour se développer par photosynthèse, produisant ainsi de l'oxygène. L'une des théories suggère que la vapeur dégagée par les volcans se serait refroidie et transformée en eau, formant ainsi les océans. Il aura fallu environ 2 milliards d'années pour que l'oxygène se diffuse suffisamment dans l'air pour permettre la vie animale. Si, pour une raison quelconque, vous décidiez un jour d'empiler toutes les bactéries et germes de la planète les uns sur les autres, ils s'étendraient sur 10 milliards d'années-lumière. Pourtant, vous ne percevriez pas ce fil car il serait environ 75 fois plus fin qu'un cheveu humain. Si vous enrouliez cette longue chaîne de bactéries autour de notre galaxie, la Voie lactée, elle en ferait le tour plus de 20 000 fois. Sidérant, non? Il se trouve qu'il y a de la rouille sur la Lune, et il est possible qu'elle ait voyagé depuis la Terre pour y parvenir. La rouille se forme habituellement en présence d'oxygène et d'eau, deux éléments que la Lune possède en quantité négligeable. Toutefois,
Lorsque cet astre traverse la queue magnétique de la Terre, l'oxygène terrestre peut l'atteindre grâce au vent solaire. Cet oxygène pourrait alors se combiner avec de faibles quantités d'eau et de fer à la surface lunaire pour former de la rouille. Même un petit astéroïde peut faire sortir notre planète de son orbite. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne remarquerez probablement pas de différence. L'impact dépendra de nombreux facteurs, tels que la résistance de l'astéroïde, sa vitesse et le type de terrain qu'il touche. En règle générale, lorsque des roches spatiales percutent la Terre, elles se désintègrent ou se transforment en gaz avant d'atteindre le sol. Cependant, les plus grandes, comme celle qui a provoqué l'extinction des dinosaures, peuvent entraîner des phénomènes catastrophiques comme des vagues géantes, des tremblements de terre et des changements climatiques. La Terre n'est pas solide comme une roche à l'intérieur, mais plutôt semblable à de l'argile molle en raison de la chaleur intense et de la pression exercée sous la surface. Cette souplesse permet au manteau de se déplacer lentement au fil de millions d'années, ce qui explique la survenue des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et de la dérive des continents. Lors de la dernière période glaciaire, d'énormes glaciers recouvraient la surface terrestre, exerçant une pression sur le manteau malléable en dessous. Cela faisait légèrement s'enfoncer le manteau. Lorsque les glaciers ont fondu, le manteau a commencé à remonter, et les terres ont commencé à s'élever. Encore aujourd'hui, dans des régions telles que le Canada, le Groenland et la Scandinavie, les terres continuent de se relever à cause de ce phénomène. Notre planète est recouverte de poussière cosmique. Chaque année, environ 5000 tonnes de cette matière tombent sur la Terre. Ces particules interstellaires sont plus petites qu'un grain de sable et souvent plus fines qu'un cheveu humain. Les scientifiques se rendent dans les profondeurs de l'Antarctique, où il y a peu de précipitations et où la neige est extrêmement pure, afin de repérer ces minuscules particules. La majeure partie de cette poussière provient des comètes. Si vous êtes un grand introverti, le Groenland est l'endroit parfait pour vous. C'est la région la moins peuplée du monde, avec seulement 0,14 personnes par kilomètre carré. Waouh, je n'ai jamais vraiment vu un dixième de personnes. Quoi qu'il en soit, la majeure partie du Groenland est couverte de glace, de sorte que ses habitants vivent principalement sur la côte ouest. Et pour information, il est habité depuis plus de 4500 ans, donc ça ne doit pas être si mal, au fond. Le sol sur lequel vous marchez est en réalité recyclé. D'abord, du magma chaud et fondu monte à la surface et refroidit pour devenir de la roche solide. Ensuite, grâce aux forces tectoniques, cette roche est poussée vers le haut. Au fil du temps, le vent, la pluie et d'autres forces détachent des morceaux de cette roche. Ces morceaux sont emportés et finissent par se déposer en couches. Ces dernières se compriment, formant des roches sédimentaires comme le grès. Parfois, si ces roches sédimentaires sont poussées profondément sous la surface de la Terre, la chaleur et la pression les transforment en un nouveau type de roche appelé roche métamorphique. Il y a très longtemps, la vie sur Terre aurait pu être de couleur pourpre au lieu de verte. Shildas Sarma, un biologiste moléculaire de l'Université du Maryland, pense que les premiers microbes utilisaient une molécule spéciale pour capter la lumière du soleil, ce qui les rendait violets. Aujourd'hui, les plantes sont vertes parce qu'elles utilisent la chlorophylle pour capter la lumière solaire et la transformer en énergie. Mais avant l'existence de la chlorophylle, ce sont des molécules de rétinal qui remplissaient cette fonction. Elles absorbaient la lumière verte du soleil et réfléchissaient la lumière rouge et violette, ce qui donnait aux microbes une teinte pourpre, comme de petites grappes de raisin, vraiment.